Éric Dupond-Moretti. Bonjour madame. Le Premier ministre Gabriel Attal a tenu hier son discours de politique générale. On va évidemment entrer dans les détails des annonces vous concernant la justice. Mais d'abord, détermination renforcée après le discours, disent les agriculteurs. Les tracteurs convergent toujours vers Paris, même si on ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS, comme le dit votre collègue Gérald Darmanin. Est-ce qu'on peut continuer comme ça encore longtemps, avec des tracteurs qui bloquent les axes routiers partout en France ? Écoutez, je pense qu'il ne vous a pas échappé que des négociations sont en cours. Première série de mesures annoncées par le Premier ministre, rapidement d'ailleurs. Et puis un certain nombre de discussions qui vont prospérer. Le président de la République se rend à Bruxelles. Il y a un certain nombre de questions européennes qui sont au cœur des réflexions, naturellement. Mais ça dure. Ça fait plusieurs jours qu'il bloque les axes routiers. Vous êtes ministre de la Justice, il y a la liberté de pouvoir circuler pour les Français. Et on voit bien qu'elle est entravée aujourd'hui. Oui, madame, j'entends, mais c'est pas la peine de polariser les choses. Les agriculteurs s'expriment. Je pense que leur colère est légitime. Ce sont des gens qui bossent énormément, qui n'y retrouvent pas toujours leur compte. Il y a un certain nombre de mesures à prendre. Je pense aux mesures de simplification. 14 réglementations pour rien que ça. Mais sur la question de l'ordre public... Et vous avez vu que dans le discours de politique générale du Premier ministre, il y a un mot que l'on peut retenir, c'est simplification. Pas que pour les agriculteurs, aussi pour les agriculteurs. Mais sur la question de l'ordre public, c'est pas nous qui polarisons. Il y a notamment des écologistes qui disent, voilà, quand ce sont les agriculteurs, l'État, les pouvoirs publics ne font rien. Quand ce sont des écologistes, la police et la justice sont très fermes. Écoutez, il y a un certain nombre de lignes rouges qui ont été tracées, elles sont claires. Le ministre de l'Intérieur les a rappelées. On a eu l'incendie d'un bâtiment de la MSA, c'est absolument insupportable. Pour le reste, reconnaissons que les agriculteurs, dans leur immense majorité, sont des gens responsables. Vous savez, les manifestations, c'est aussi une liberté constitutionnelle. On discute, on avance, on va trouver des solutions. Je pense que c'est la volonté très clairement exprimée hier par le Premier ministre. Alors il faut qu'on en vienne aux annonces faites justement par Gabriel Attal hier. Il a fait référence aux émeutes de juin-juillet dernier et il a annoncé sa volonté de mettre en place des sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Il parle de travaux d'intérêt éducatif. En quoi est-ce que c'est différent des travaux d'intérêt général ? Le travail d'intérêt général, c'est un travail, point. Or, il est interdit, les conventions internationales nous interdisent de faire travailler les enfants. C'est une réglementation internationale, elle est incontournable. Alors que fallait-il faire ? Soit rien, soit prendre évidemment la situation en charge et faire en sorte que des mineurs soient pris en charge avant l'âge de la responsabilité pénale. Et au rang des mesures qui ont été évoquées, je voudrais, si vous m'y autorisez, m'arrêter sur une mesure, parce qu'elle est nouvelle et elle est très forte. Nous avons dit, après les émeutes, il faut responsabiliser les parents défaillants. Oui. Mais le Premier ministre dit hier, il faut aider les parents dépassés, en particulier les mamans solo. Il y a 60% des gamins qu'on a retrouvés dans les émeutes qui sont élevés par une femme seule. Alors nous allons mettre en place quelque chose de tout à fait original. Comment fait-on aujourd'hui pour appréhender la situation d'un gamin qui traîne dans les rues à 2h du matin, il a 13 ans. Si sa maman est dépassée, je le redis, il faut l'aider, cette femme. Comment est-ce qu'on fait la différence entre des parents défaillants et des parents dépassés ? Comment on l'aide ? Écoutez, je pense que c'est pas très compliqué. C'est le rôle des juges ? Non, mais il y a d'un côté de la désinvolture, parfois même d'ailleurs de la complicité. On le sait, dans les affaires de stupéfiants, il y a des parents qui profitent du trafic de leurs gamins. Cela, il faut remettre les choses très clairement dans l'ordre. Il faut de l'autorité, il faut rappeler ce qu'est l'autorité parentale. Ceux qui commencent à éduquer les gamins, c'est les parents. Puis il y a les gens et les mamans solo qui sont dépassés. Je pense à la femme de ménage qui travaille la nuit, qui ne peut pas surveiller son gamin. Qu'est-ce qu'on va faire là ? On va demander au service de police d'aller voir la maman et de lui dire, madame, est-ce que vous voulez qu'on vous donne un coup de main ? Est-ce que vous voulez qu'on sorte votre gamin du quartier ? Est-ce que vous souhaitez qu'on le rescolarise ? Ça veut dire que c'est l'État qui va se substituer à l'autorité parentale ? Non, madame, c'est l'État qui va venir aider la maman solo pour lui dire, on prend votre gamin en charge, on le remet dans les rails de l'école, on lui donne un peu de valeur républicaine, on fait intervenir les militaires, les gendarmes,
les policiers, des éducateurs de la PJJ. C'est le rôle des militaires, ça, Éric Dupond-Moretti, d'aller voir un gamin pour lui expliquer quel est le civisme ? Et madame, moi, je suis un pragmatique et je suis quelqu'un de bon sens. Ces gamins qui traînent dans les rues à 13 ans, je pense que vos enfants, si vous en avez, ne traînent pas dans les rues à 13 ans, pardonnez-moi. Ce que l'on peut dire, c'est qu'ils ont souvent besoin d'une autorité et d'une autorité bienveillante. Et si les mamans sont dépassées, eh ben, il faut les aider. Alors, et si elles ne sont pas d'accord, pas en supprimant les allocations. Attends, j'y viens. Pas en supprimant les allocations familiales, pas en stigmatisant le comportement d'une maman qui est dépassée, en venant l'aider. C'est une mesure sociale. Et oui, tout le monde est concerné. Mais alors, même comment les on fait ? militaires. Votre solution, c'est quoi ? C'est un internat ? C'est ce que proposait hier le Premier ministre ? Madame. Mais comment est-ce qu'on fait si les parents sont en désaccord ? Et, monsieur, on compte sur le fait que la maman en question est une maman dépassée et non pas une maman défaillante. C'est-à-dire qu'elle veut sortir son gamin de l'ornière dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire qu'elle veut que son gamin ne traîne pas dans les rues. C'est-à-dire qu'elle veut que son gamin ne devienne pas délinquant. Et là, nous avons un rôle à jouer. Il est nécessaire et ça se fait sur la base de l'autorité parentale. Oui, monsieur, dit la maman au policier qui vient la rencontrer, je souhaite que vous m'aidiez. Je souhaite que mon gamin soit rescolarisé. Donc il n'est pas question de faire ça contre l'avis des parents. Ce sera sur la base du volontariat. Pas une obligation. C'est l'autorité parentale. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de parents qui souhaitent évidemment être aidés parce que la situation est telle que ces mamans sont dépassées. Ce sera pour quand cette disposition ? Écoutez, on y a déjà travaillé, on sera prêt très prochainement. Pour la rentrée prochaine, par exemple, parce qu'on parle aussi d'internat, là, en l'occurrence, on parle de jeunes qui vont devoir être scolarisés dans des lieux clos, dans des lieux fermés. Ça ne s'improvise pas. Vous imaginez bien que ce n'est pas une idée qui sort de nulle part. On a beaucoup réfléchi après les émeutes. Comment faire ? Alors, il y a un certain nombre de choses que l'on met en place. On va faire des placements de jour, on va faire des placements de nuit pour certains mineurs, pour qu'ils soient pris en charge, pour qu'ils soient remis dans les rails, pour qu'on leur donne l'autorité dont ils ont besoin. On va aider les mamans. Et d'ailleurs, j'indique que, mais ça ne vous a pas échappé, dans le discours de politique générale du Premier ministre hier, il y a l'aménagement des horaires, notamment des femmes de ménage. Voilà, ça c'est très important. C'est un tout, c'est une cohérence. Il faut aider ceux qui sont dépassés, qui n'y arrivent pas et qui ont tellement envie de bien élever leur môme. Et puis, il faut sanctionner ceux qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Signifier que tous les enfants des femmes de ménage ne sont pas des délinquants, juste en passant. Est-ce que j'ai dit ça, madame ? Non, mais c'est juste parce que c'est tout dans l'exemple que vous aviez donné là, donc je préfère le dire. Mais ce dont je parle, c'est d'une réalité qui n'échappe à personne. Il y a beaucoup de mamans qui sont obligées de travailler la nuit pour nettoyer nos bureaux. Bien. Et elles sont dépassées. Et il faut leur donner un coup de main. Et elles n'ont pas envie de savoir leur môme qu'elles aiment dans la rue en train de traîner. Parce que c'est ça qui fera de ces gamins de futurs délinquants. Il faut les remettre dans les rails, il faut aider les gens, il faut être près d'eux. C'est quelque chose qui s'appelle la fraternité. Et dans notre République, ça n'est pas rien. Éric Dupond-Moretti, on vous retrouve juste après le fil info 8h42, Sophie Echen. 8 points de blocage autour de Paris, un convoi de 200 tracteurs en direction de Rungis. Les agriculteurs restent mobilisés au lendemain du discours de politique générale de Gabriel Attal, peu convaincus par les annonces du Premier ministre, comme par exemple le versement des aides de la PAC, la politique agricole commune, à tous les exploitants d'ici le 15 mars. L'Assemblée a largement voté hier pour inscrire dans la Constitution une liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Le texte doit maintenant passer au Sénat, où il suscite quelques réticences. Le handballeur français Benoît Kounkoud, placé en garde à vue pour tentative de viol dans une boîte de nuit à Paris. Il a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi en état d'ivresse, peu de temps après la victoire des Bleus à l'Euro. En Ukraine, 2 civils ont été tués la nuit dernière dans la région de Donetsk, contrôlée par les Russes, par un drone de l'armée ukrainienne, selon Moscou. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Éric Dupond-Moretti, il y a donc les travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Et pour les parents dits défaillants, il y a des travaux d'intérêt général. Comment vous allez déterminer si tel ou tel parent est défaillant ?
Moi, Il y a autant de modèles de famille. Je vous donne un exemple simple. Il y a déjà des textes qui existent. Quand les enfants sont convoqués devant le juge des enfants, les parents doivent venir. Le fait de ne pas venir, ça peut être générateur d'une sanction. Et puis, il y a les sanctions pécuniaires. Parce que quand les gamins cassent, c'est les parents qui payent. Donc tout ça, il faut le rappeler. Il est impérieux que chacun prenne ses responsabilités. Donc le tu casses, tu répares, ça s'adresse aussi aux parents alors? Ça s'adresse aux gamins parce qu'on va leur demander des comptes. Il faut qu'on améliore encore, pardonnez-moi, l'exécution des peines. Il faut que tout le spectre de la jeunesse soit visé. C'est ce que dit hier le Premier ministre et il a raison. Ces gamins, il faut les prendre en charge sans oublier que ce sont des gamins. Le travail civique qui va se mettre en place, c'est quoi? C'est rappeler les valeurs de la République, c'est rappeler la laïcité, c'est rappeler l'autorité. On sait tous qu'il y a un défaut d'autorité aujourd'hui, dans l'époque qui est la nôtre, et tout ça, ça implique, bien sûr, ces mesures que nous allons mettre en œuvre. Autre mesure annoncée par Gabriel Attal, il dit vouloir débureaucratiser la France. Oui. Pour la justice, ça passe par plus de rapidité, plus d'efficacité, et notamment cette convocation sur un horaire précis, sur un créneau horaire bien précis pour les Français qui ont affaire à la justice. Ça va se passer comment? D'abord, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes convoqué pour une contravention. Vous arrivez à 14h. Parfois, à 19h, comme on n'a pas épuisé le rôle, on dit écoutez, vous rentrez chez vous, l'affaire est renvoyée. Vous n'avez même pas de date de renvoi. Et là, vous dites mais enfin, c'est pas possible. Donc, on a pris la demi-journée. Vous sortez de là et vous maudissez la justice. Or, c'est un lien fondamental entre les citoyens et leur justice. C'est notre pacte social. Donc, on va faire en sorte de s'organiser un peu mieux. Simplification, proximité. C'est juste une question d'organisation que ça va demander plus de moyens? Alors, c'est une question d'organisation. Les moyens, je pense qu'ils sont au rendez-vous, monsieur. Je veux rappeler que depuis 2017, le budget a augmenté de 44%. Je veux rappeler que d'ici 2027, nous aurons un budget à hauteur de 11 milliards. Qu'un tiers des emplois de l'État vont à la justice, magistrats supplémentaires, greffiers supplémentaires, contractuels qui deviennent attachés de justice. Cet effort-là, nous l'avons fait. Ça veut dire que vous êtes en mesure, cette affaire de créneau horaire précis, de la mettre en œuvre très rapidement? Oui, évidemment. Et d'une façon simple. Ça veut dire quand, pardon? Pas la peine de légiférer. On réunit les uns et les autres. Je l'ai fait il y a 2 jours. J'ai présenté mes vœux à l'ensemble de, pardon pour le mot technocratique, à l'ensemble de mon écosystème, magistrats, greffiers, avocats, tous ceux qui font la justice, pour leur dire ces moyens, nous les avons. Maintenant, ils nous obligent tous parce que nos compatriotes ne comprendraient pas qu'en 2027, la justice, par exemple, ne soit pas plus rapide. Mais ça vous oblige à quelle échéance? Ces horaires, ces créneaux horaires, ce sera quand? Mais ça va être très rapide, monsieur, je vous rassure. Permettre de porter plainte en ligne partout sur le territoire, ça fait aussi partie de la débureaucratisation voulue par Gabriel Attal. Ça mérite explication parce que les Français vont pouvoir peuvent déjà porter plainte en ligne partout sur le territoire. L'objectif, c'est quoi? C'est de gagner du temps au commissariat? L'objectif, c'est de rendre une justice plus proche de nos compatriotes. Mais là, on ne crée pas de la distance avec les forces de l'ordre qu'on va voir juste quand on se fait contrôler, par exemple. Madame, j'entends votre réserve, mais elle n'est pas de mise. Non, c'est une interrogation. Parce que rien ne vous interdira, si malheureusement vous êtes victime, de vous rendre dans un commissariat. Et il y aura parfois... il y aura quand même un accueil par les policiers. Évidemment. Et puis je veux également dire que pour nos compatriotes les plus démunis, pour nos compatriotes les plus éloignés du numérique, nous avons 2700 points justice. Ce sont des lieux de confidentialité, de proximité, où les justiciables reçoivent les premières aides, on les guide. Et donc pour ceux qui sont éloignés du numérique ou qui le craignent, eh bien, il y aura cette aide. Et ce que nous voulons, c'est que les plaintes, oui, ce ne soit pas le parcours du combattant, que les choses soient, là encore, simplifiées. Après ce discours de Gabriel Attal hier à l'Assemblée, il s'est passé quelque chose d'important puisque l'Assemblée a voté à une écrasante majorité l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Il faut encore en passer par le Sénat, puis par un vote au Congrès. Liberté garantie plutôt que droit. Est-ce que ça change quelque chose sur le fond pour les femmes? D'abord, ce que je veux rappeler, c'est que la grande loi Veil n'est pas protégée par notre Constitution.
il suffirait que l'on veuille changer la loi pour que la loi soit changée. L'idée, c'est de protéger cette liberté des femmes de disposer de leur corps et d'inscrire cela dans notre Constitution. Vous l'avez rappelé, l'Assemblée nationale, une écrasante majorité hier a adopté le texte. Il doit maintenant aller devant le Sénat. Le Sénat qui d'ailleurs a déjà voté, vous le savez, première lecture, un texte pour constitutionnaliser. Mais vous entendez quand même les réserves. Vous entendez les réserves quand même du président du Sénat, Gérard Larcher, Sénat majorité de droite, qui dit, Gérard Larcher, qui est contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution parce qu'elle n'est pas, je cite, un catalogue des droits sociaux et sociétaux. Bon, ça veut dire quoi sur la suite de la procédure? C'est que ça va être difficile? Ça veut dire d'abord, madame, que je respecte toutes les opinions et que sur ces sujets-là, qui sont des sujets sociétaux majeurs, chacun peut avoir une philosophie, chacun peut avoir ses convictions. Le président Larcher s'est exprimé à titre personnel. Mais je rappelle que... Mais il a un peu d'influence quand même au Sénat. Évidemment qu'il a de l'influence au Sénat, ça n'est pas moi qui vous dira le contraire, mais il y a des débats parlementaires qui vont s'ouvrir. Et lorsque nous aurons rappelé aux sénateurs, et moi j'envisage de le faire avec détermination, mais avec humilité, que la loi Veil n'est pas garantie aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on peut Lui, il dit l'IVG n'est pas menacée en France, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, mais nous avons un avis du Conseil d'État qui est extrêmement clair, qui dit, madame, que tant sur le plan national que sur le plan international, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, jurisprudence de Strasbourg, Cour de justice de l'Union européenne, cela n'est pas garanti. C'est une discussion de juristes, mais elle est importante. L'idée, c'est qu'en 2024, on puisse dire aux femmes, maintenant, la liberté qui est la vôtre de disposer de votre corps est constitutionnelle. J'ajoute que nous serions le premier pays au monde à inscrire cela dans notre Constitution. Et pardonnez-moi de vous le dire de façon familière, ça n'est pas rien. Éric Dupond-Moretti, vous avez parlé de la conscience, notamment des parlementaires. Il y a la conscience aussi des médecins. Est-ce que ce changement dans la Constitution, ça remet en cause la liberté de conscience des médecins, la clause de conscience pour les médecins qui souhaiteraient ne pas pratiquer l'IVG? Absolument pas. Et nous avons là, alors pour le coup, des assurances qui sont constitutionnelles. Donc cette liberté garantie à la femme ne va pas contraindre le médecin à pratiquer un avortement si sa conscience le lui interdit. Oui, parce que vous entendez la crainte des opposants qui disent à terme, ça peut amener à limiter les clauses de conscience, voire même les interdire, et puis même revenir sur la durée de recours à l'IVG. Non seulement j'ai entendu cela, mais ça a fait l'objet de débats très précis. Nous avons l'avis du Conseil d'État qui dit de façon très claire que cette liberté garantie constitutionnellement à la femme ne vient pas remettre en cause d'autres libertés fondamentales, dont la clause de conscience. Éric Dupond-Moretti, on vous retrouve juste après le fil info 8h51. Sophie Echen. L'enseignement dispensé aux mineurs privés de liberté n'est pas à la hauteur, dénonce ce matin la contrôleuse générale des prisons. Elle appelle à faire de la scolarité une priorité absolue pour les enfants et adolescents enfermés. Ces derniers ont 4 à 5 fois moins d'heures de cours que les élèves scolarisés. Les agriculteurs toujours mobilisés aujourd'hui avec une centaine de points de blocage partout en France. Une trentaine de tracteurs de la Confédération paysanne a tenté de bloquer le grand marché de Toulouse ce matin avant d'être délogés par la police. Les 200 tracteurs partis du Lot-et-Garonne lundi poursuivent leur route vers Rungis. L'inflation ralentit nettement en janvier à 3,1% sur un an contre 3,7% en décembre. Une baisse due notamment, selon l'INSEE, au ralentissement des prix de l'énergie et de l'alimentation. La France insoumise n'est pas la bienvenue à l'hommage qui sera rendu le 7 février à Paris aux victimes des attaques du Hamas le 7 octobre. Plusieurs familles de victimes françaises demandent à Emmanuel Macron d'interdire toute présence de membres de LFI jugés inacceptables. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, vous avez entendu avant de rentrer dans ce studio le choix de France Info ce matin à la radio sur France Info. L'inaction des policiers ou des juges est régulièrement mise en cause lors des féminicides, mais les dysfonctionnements sont rarement sanctionnés. Certaines familles de victimes ont décidé d'attaquer l'État pour faire évoluer les choses. Qu'est-ce que vous répondez à ces familles qui vous interpellent ? Ce que je réponds d'abord, c'est que ce que j'ai entendu ce matin
nous faisons tout pour que cela ne se reproduise plus. Mais ça continue. 12 féminicides, disent les organisations, depuis le début de l'année. 94 l'année dernière. Mais ce sont des choses différentes. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est une famille dans le chagrin qui dit des plaintes ont été déposées et personne ne les a prises en considération. Bon, c'est en 2019. D'abord, on ne peut pas être insensible à ce qu'expriment ces gens qui sont dans le malheur et qui ont le sentiment que tout n'a pas été fait. Depuis, nous avons souhaité former les gendarmes, les policiers, les magistrats. Nous avons mis en place le bracelet anti-rapprochement. Il est à disposition de toutes les juridictions et le nombre de crimes évités est impressionnant. Nous avons mis en place le téléphone grave danger. Nous venons de mettre en place les pôles spécialisés, vous le savez, spécialisés violences intrafamiliales, pour mieux les appréhender, mieux lutter contre ces phénomènes. Et nous allons, dans les heures qui viennent, débattre d'un texte permettant une ordonnance pour protéger la femme de son mari violent. Mais le nombre de crimes évités... nous sommes passés de 42 jours pour mettre en place cette ordonnance de protection à 6 jours, et nous allons arriver à quelques heures pour que la femme soit protégée et que l'on prenne des mesures immédiates pour assurer sa sécurité. Donc, nous ne partons pas de rien, mais j'entends évidemment que tout n'a pas été fait et que c'est d'une certaine façon une autre époque. On a eu ce drame, on a eu Mérignac également. Mérignac, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des pôles spécialisés aujourd'hui, parce que tous les acteurs doivent se parler. Je voudrais vous dire que l'Espagne, qui est précurseur en la matière, a mis en place, mais bien avant nous, en 2004, un certain nombre de dispositions dont nous nous sommes inspirés. Est-ce que vous savez combien de temps il a fallu pour que les féminicides baissent en Espagne? Il a fallu 7 ans. Donc vous dites on n'est pas parfait, mais on essaie d'évoluer. Ah, je dis bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, bien sûr qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements insupportables, mais plein de choses ont été faites. Cela nous oblige, et ce combat-là, madame, il n'est jamais terminé. Mais s'il doit y avoir des sanctions, est-ce que la justice sanctionnerait la justice pour sa propre inaction? Mais il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prises, tant sur le terrain disciplinaire. Vous l'avez rappelé dans votre reportage, je crois qu'il y a une assignation de l'État pour faute lourde. Ce n'est pas au garde des Sceaux de commenter, j'allais dire, un processus judiciaire qui est en cours. C'est la juridiction, en l'occurrence c'est Paris qui a été saisi, si j'ai bien suivi votre reportage, c'est Paris qui statuera, faute lourde, pas faute lourde, et si faute lourde, évidemment, mécanisme indemnitaire qui sera mis en place. En parlant de défaillance, Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France ont révélé hier une affaire de grande ampleur impliquant des multinationales de l'eau en bouteille, notamment Nestlé Waters, qui admet avoir eu recours à des traitements interdits dans la réglementation. Le gouvernement, lui, était au courant, et ce depuis 3 ans, et n'a pas saisi la justice. Et pourtant, il pouvait le faire au titre de l'article 40. Comment vous l'expliquez tout ça? Écoutez, moi, je n'étais au courant de rien. Vous affirmez que le gouvernement était au courant. Oui. Qu'il aurait dû. Ce que je peux vous dire, c'est que la justice est saisie et qu'elle fera la lumière sur toute cette affaire. Mais est-ce que c'était pas au ministre de saisir la justice au titre de cet article 40 ? Monsieur, je vous dis que, à titre personnel, je n'ai pas été informé. Je vous dis par ailleurs que la justice est saisie. Je vous rappelle que le garde des Sceaux, ça s'appelle la séparation des pouvoirs et ça n'est pas rien, ne peut pas intervenir dans une affaire qui désormais est une affaire en cours, et la justice, en toute indépendance, là, on vous parle de l'application du droit, c'est-à-dire pas voilà, il y a eu défaillance. Non, mais ne m'interrogez pas sur quelque chose à propos de quoi je vous ai dit à 2 reprises que je n'ai pas été informé de cela. Je vous indique par ailleurs que le garde des Sceaux, en ce qui le concerne, ne peut pas directement saisir un procureur, vous le savez. Les directives individuelles sont interdites dans notre pays. Mais vos collègues, ministres, à Bercy notamment, auraient pu le faire. Ça n'est pas comme ça qu'on peut présenter les choses. Je vous dis que la justice est saisie, qu'elle fera toute la lumière, et que s'il y a eu un certain nombre de défaillances, quel que soit le niveau de ces défaillances, les choses seront dites. Voilà. Je ne peux pas en dire davantage sur un dossier sur lequel je ne peux pas m'exprimer et que, monsieur, je ne connais pas.
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, vous étiez l'invité de France Info. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia. Salia, dans 5 minutes, les informer. Quel est le programme ? Un discours centré sur les classes moyennes et un Premier ministre qui veut déverrouiller, débloquer, désmicardiser la France. Comment compte-t-il s'y prendre ? Décryptage des annonces de Gabriel Attal avec Renaud Dely et ses informés dans un instant. A tout de suite sur France Info.